Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Nouvelles histoires extraordinaires, écrit par Edgar Allan Poe. C'est notre troisième live sur ce recueil de nouvelles. Nous lirons ce soir les nouvelles Le cœur révélateur et Bérénice. Comme d'habitude, si vous me regardez, d'ailleurs pourquoi je suis sur ce setup, je devrais être sur ce setup, comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser non, ça y est, je me suis embrouillé complètement sur cette intro. Bref, si vous êtes sur YouTube, comme d'habitude, vous pouvez jeter un œil à la barre de lecture de la vidéo, ainsi qu'à la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, et d'aller directement à la nouvelle qui vous intéresse. D'ailleurs, les épisodes précédents et les épisodes à venir sur Nouvelles histoires extraordinaires seront disponibles sur une playlist. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cherchez l'onglet playlist et vous trouverez sans difficulté la playlist Et si on lisait Nouvelles histoires extraordinaires. Vous trouverez également la playlist Et si on lisait Histoires extraordinaires, puisque Nouvelles histoires extraordinaires, c'est entre guillemets le deuxième recueil des nouvelles d'Edgar Allan Poe, puisqu'on a déjà lu le premier recueil Histoires extraordinaires il y a de cela quelques années sur la chaîne. Voilou. Pour l'heure, je suis en live. Merci à tous ceux qui me rejoignent et bonsoir Astra Bubble. C'est moi, Athanas Multifonction, j'ai juste changé de pseudo. Très bien, j'essaierai de m'en souvenir. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. J'en profite également pour remercier Alice, la pote d'Amélie. J'ai trouvé ça drôle comme pseudo. Je ne sais, j'espère que c'est pas une référence à quelque chose et que je suis pas en train de dire de quelque chose de gravissime que c'est drôle, mais j'ai pas la ref en tout cas. Sans ref, c'est drôle. Bref, je suis en train de mourir de chaud actuellement. C'est marrant, je pensais pas qu'il faisait si chaud aujourd'hui. Et avant qu'on ne commence la lecture, j'ai 2-3 petites choses que j'aimerais mettre au clair avec vous très rapidement parce que ça va être assez important, je pense. Et du coup, ça va plutôt bien, Astra Bubble, merci de le demander. Ça va plutôt bien, même si je suis assez stressé. Et de plus en plus stressé, et c'est un peu de cela dont je veux vous parler. Puisque tout à l'heure, je me suis fait la réflexion que je vous avais dit vers août-septembre, j'allais changer de vie. Et enfin, en tout cas, c'était un peu le projet, quoi. Et dans ce cadre de changement de vie, il y avait aussi un déménagement, il y avait beaucoup de choses. Et en fait, les choses commencent à se préciser un petit peu davantage. Le temps avance, je prépare ma nouvelle vie, justement. Des choses se mettent en place petit à petit au fur et à mesure. Et il commence à tomber des dates. Pas forcément très précises encore, mais j'ai une bonne idée sur certaines projections. Donc, je me suis dit, en fait, là, dans un gros mois, ça va être compliqué de live. Donc là, à partir de, on va dire, deuxième semaine d'août, ça va devenir très compliqué pour moi de live. Donc potentiellement, on est déjà à plus qu'un mois de la fin des lives sur la chaîne Planétéo. Encore une fois, je précise que ce n'est pas forcément une fin définitive, je ne sais juste pas vous dire en fait, puisque je ne sais pas où l'avenir va me mener. À l'heure actuelle, je me concentre sur mon changement de vie. Ça va faire forcément ralentir les lives, voire s'arrêter, et je pense de plus en plus que ça va les faire s'arrêter, au moins provisoirement, les lives. Peut-être que après quelques mois, je vais, ou semaines, mois, je sais pas encore, je vais pouvoir revenir vers les lives. Mais dites-vous qu'il va y avoir forcément une coupure. Et donc je me suis dit, ok, il reste à peine un mois de live. J'aurais bien aimé fêter ça en faisant des lives non-stop toute la semaine. Sauf que je sais très bien que je vais pas savoir m'y tenir, parce que je sais que c'est pas mon délire de live à ce point-là non plus. Et puis aussi, dans tous les cas, je suis en train de préparer mon départ. Donc j'ai d'autres choses à faire là, j'ai vraiment pas mal d'occupations. D'ailleurs c'est pour ça que je stresse, hein. C'est parce que je me dis oulala, le temps file et j'ai encore trop de choses à préparer. Bref. Donc, en quoi tout cela va vous concerner ? J'annonce à partir d'aujourd'hui
je pense qu'il n'y aura plus de live de lecture le mardi et le vendredi à 21h sur les créneaux classiques, les créneaux où je me retrouve sur Twitch pour vous faire des lives de lecture. Par contre, je pense que pour un mois, je vais essayer, je promets rien, mais je vais essayer de faire plus de live. J'aimerais passer à 3 voire 4 par semaine si possible. Donc un peu pour finir en beauté. Pour finir en beauté, de 1, pour avancer dans certaines lectures, de 2, parce que j'ai encore une petite pile de livres que j'aimerais vous lire en live, même si clairement on n'aura pas le temps de les faire tous avant que je n'arrête. Mais voilà, j'aurais aimé qu'on avance le plus possible en quelque sorte. Donc voilà, comment j'envisage la chose ? Je sais pas si je vais pouvoir m'y tenir parce qu'encore une fois, je serai peut-être occupé parfois. Donc la meilleure manière de se tenir au courant vraiment au jour le jour de ce qui se passe sur la chaîne, ça va être de me suivre sur Facebook, Twitter et Discord. C'est vraiment les 3 endroits où je vous indique à chaque fois quand je pars en live. Ce que j'aimerais appliquer, ça serait de faire un live tous les 2 jours. Potentiellement un live de lecture tous les 2 jours. Et peut-être avec des exceptions, si j'ai vraiment envie de faire un autre type de live, si je vois que, à force de faire des lives de lecture, je suis en train de me niquer les cordes vocales et que du coup, il faut que je fasse une pause avec autre chose. Donc voilà. Mais j'aimerais, c'est un peu... Bon, là, je vous donne des réflexions que je me suis fait tout à l'heure. Encore une fois, je ne sais pas si ça va être faisable. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va être faisable, à quel point je vais pouvoir me tenir à ce programme. Mais dites-vous que les dates du mardi et du vendredi 21h ne sont plus des créneaux fixes jusqu'à nouvel ordre. Là, je pars sur des lives de lecture dès que j'en ai l'occasion, en fait. C'est plutôt ça. Donc voilà, il y aura des lives de lecture dès que j'en ai l'occasion. Ça ne va pas changer les rediffusions sur YouTube. Je m'explique. Comme je vais faire une pause que j'espère quand même provisoire, j'espère quand même que c'est pas la fin de Planétéo, comme je vais faire une pause, j'aimerais avoir un peu de rediffusion d'avance et les mettre au compte-gouttes pour que ma chaîne ne soit pas considérée sans activité et morte et disparaisse dans les limbes de la non-visibilité, déjà qu'elle n'est pas très visible. Donc voilà, si je peux éviter de tirer la dernière balle à ma chaîne, ce serait pas mal. Donc, comment j'envisageais la chose ? Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Les lives de vendredi, habituellement, sont en rediffusion sur YouTube le dimanche à midi. Les lives du mardi 21h sont en rediffusion sur YouTube le jeudi à midi. Je vais continuer à poster mes rediffusions le jeudi et le dimanche à midi sur YouTube. Donc sur YouTube, vous aurez une vidéo normalement tous les jeudis, tous les dimanches à midi. Peu importe que j'ai pu faire 3 ou 4 lives dans la semaine. Ce qui fait que les lives que j'aurai en trop seront simplement mis le jeudi ou le dimanche d'après. Et donc, comme ça, j'espère me faire une petite avance et continuer à vous mettre 2 rediffusions sur YouTube par semaine, tout en faisant plus de lives. Et donc, lorsque j'aurai arrêté de faire des lives, que vous ayez encore 2 vidéos par semaine pendant quelques temps. Voilà un peu la manière dont j'imagine les choses. Encore une fois, ce sont des choses que j'ai réfléchies tout à l'heure rapidement. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va être faisable. Je vais essayer de m'y tenir, je pense, parce que je pense que ce serait quand même une idée pas conne. Ça pose plein de problèmes d'organisation parce que, évidemment, en général, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il n'y a que 2 lives de lecture par semaine. Mais l'une d'entre elles, c'est le fait de, si quelqu'un veut suivre la lecture en direct avec moi, il a le temps d'avoir vu la dernière rediffusion avant que je poursuive. Pour contrecarrer cela, pour le moment, on est sur un recueil de nouvelles. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin du live précédent. Je pense que je vais me tenir à un rythme d'à peu près 2 nouvelles par soir, parce que
ou par créneau d'ailleurs, parce que je vais peut-être pas live que le soir. Mais du coup, je pense qu'avec les nouvelles, c'est pas très gênant. Je vais me tenir à 2 nouvelles. J'ai pas envie de faire 3, je pense, parce que quand on lit trop d'histoires différentes en une soirée, je trouve que notre esprit est encore dans l'ambiance de la nouvelle précédente. Enfin voilà, c'est peut-être plus difficile de se détacher et de faire un fresh start du cerveau pour la nouvelle suivante. Donc voilà un peu comment je veux m'organiser. Donc pour la lecture de nouvelles histoires extraordinaires, ça va pas poser problème. Pour Discours de la méthode de René Descartes, c'est de la philosophie, ça va pas poser problème. Et je ne sais pas encore quelles seront les autres lectures en continuation de celle-ci. J'aimerais encore une fois potentiellement proposer des lives d'autres types. Et ma foi, je pense avoir dit à peu près tout. J'espère avoir été à peu près clair. Et j'espère que nous allons profiter tous ensemble. Je pense que je vais l'expliquer sur mes réseaux vite fait. Je vais faire un message sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, Discord, tout ça. Mais ouais, profitons de ce potentiel dernier mois de live avant une petite pause. Voilou, on est bon. Écoutez, je me tais pour le moment et je vous propose qu'on se lance dans la lecture. Est-ce que on a des petites informations supplémentaires? Peut-être quelques informations croustillantes sur les nouvelles à venir ce soir. Alors, Le Cœur révélateur a été publié en janvier 1843. Pour le coup, on est sur de l'horreur, ça c'est cool, ça va changer. Enfin, quoique elles étaient déjà bien dark, les premières nouvelles. Mais les fois d'avant, je crois que certaines d'entre elles étaient classées en fantasy plus qu'en horreur. Donc là, je me dis que si la couleur est annoncée, c'est que ça doit être vraiment horreur. Sur les éditions, je peux vous dire que cette nouvelle est parue pour la première fois dans une revue de Boston dirigée par James Russell Lowell, The Pioneer, en janvier 1843. Poe en a reçu 10 $. Waouh, ok. L'édition originale comprend une épigraphe tirée d'un poème de Henry Wadsworth Longfellow, A Psalm of Life. L'histoire est légèrement revue et rééditée le 23 août 1845 dans le Broadway Journal. Dans cette édition, l'épigraphe a été supprimée car, selon Poe, il s'agissait d'un plagiat. Le Cœur révélateur a connu de nombreuses autres réimpressions depuis la mort de Poe, notamment aux éditions Folio. Elle a été traduite en français par Charles Baudelaire et figure parmi les textes des nouvelles histoires extraordinaires. Ok, intéressant. Et apparemment, c'est quand même assez rare pour le préciser, c'est que ça doit être une nouvelle quand même assez connue de l'œuvre de Poe. Apparemment, il y a plusieurs mentions de cette nouvelle dans diverses œuvres populaires. Apparemment, dans la série Netflix The Fall of the House of Usher, l'épisode 5 reprend la nouvelle, apparemment. Et en effet, en anglais, c'est la nouvelle The Telltale Heart. Apparemment, dans Bob l'éponge, il y a un épisode qui parodie la nouvelle. Trop drôle. Et apparemment dans les Simpsons aussi. Alors je vais pas lire du coup pour pas me spoiler, mais on ira voir ça en fin de lecture, je pense. En quoi ça a pu inspirer les Simpsons et Bob l'éponge, ça va être drôle. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en préambule de cette lecture. Pas plus d'infos. On veut découvrir complètement. On veut garder l'expérience intacte. Allons-y gaiement. Les 2 nouvelles de ce soir sont relativement courtes. Le live de ce soir sera relativement court. Je pense que ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on se retrouvera, comme je l'expliquais plus tôt dans ce live, on se retrouvera dès dimanche dans l'après-midi, puisque le soir, je ferai une veillée sur Discord. Donc, on se retrouvera dimanche dans l'après-midi, je pense, pour les nouvelles suivantes. Potentiellement la chute de la maison Usher, et peut-être aussi Le Puits et le Pendule, mais à voir, parce que la première nouvelle fait déjà une grosse vingtaine de pages, et dans cette édition, une vingtaine de pages, ça met du temps à lire. Je l'ai étudié en spécialité LLCE en première. Ah, ok, donc c'est quand même pas la nouvelle la plus mystérieuse, enfin la plus mystérieuse, vous comprenez ce que je veux dire.
La plus inconnue au bataillon de Monsieur Poe, a priori, vraiment pas. Des infos qu'on a glanées de ci de là, et de ce que tu nous dis. Bref, installez-vous bien, santé à tous et à toutes. Je suis parti pour la nouvelle dans son intégralité, avant de faire une pause, et puis de vous lire la deuxième nouvelle de ce soir. Bonne écoute à Strabubble, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en diffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Le cœur révélateur. Vrai. Je suis très nerveux, épouvantablement nerveux, je l'ai toujours été. Mais pourquoi prétendez-vous que je suis fou ? La maladie a aiguisé mes sens, elle ne les a pas détruits, elle ne les a pas émoussés. Plus que tous les autres, j'avais le sens de l'ouïe très fin. J'ai entendu toutes choses du ciel et de la terre. J'ai entendu bien des choses de l'enfer. Comment donc suis-je fou ? Attention, et observez avec quelle santé, avec quel calme, je puis vous raconter toute l'histoire. Il est impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans ma cervelle. Mais, une fois conçue, elle me hanta nuit et jour. D'objet, il n'y en avait pas. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais fait de mal. Il ne m'avait jamais insulté. De son or, je n'avais aucune envie. Je crois que c'était son œil. Oui, c'était cela. Un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour, un œil bleu pâle avec une taie dessus. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait, et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie du vieillard, et par ce moyen de me délivrer de l'œil à tout jamais. Maintenant voici le hic. Vous me croyez fou. Les fous ne savent rien de rien. Mais si vous m'aviez vu, si vous aviez vu avec quelle sagesse je procédais, avec quelle précaution, avec quelle prévoyance, avec quelle dissimulation je me mis à l'œuvre. Je ne fus jamais plus aimable pour le vieux que pendant la semaine entière qui précéda le meurtre. Et chaque nuit, vers minuit, je tournais le loquet de sa porte et je l'ouvrais. Oh, si doucement. Et alors, quand je l'avais suffisamment entrebâillé pour ma tête, j'introduisais une lanterne sourde bien fermée, ne laissant filtrer aucune lumière. Puis, je passais la tête. Oh, vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais ma tête. Je la mouvais lentement, très lentement, de manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Il me fallait bien 1 heure pour introduire toute ma tête à travers l'ouverture, assez avant pour le voir couché sur son lit. Ah, un fou aurait-il été aussi prudent ? Et alors, quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais la lanterne avec précaution. Oh, avec quelle précaution, car la charnière criait. Je l'ouvrais juste pour qu'un filet imperceptible de lumière tombât sur l'œil de vautour. Et cela, je l'ai fait pendant 7 longues nuits, chaque nuit, juste à minuit. Mais je trouvais toujours l'œil fermé. Et ainsi il me fut impossible d'accomplir l'œuvre, car ce n'était pas le vieux homme qui me vexait, mais son mauvais œil. Et chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais hardiment dans sa chambre, je lui parlais courageusement, l'appelant par son nom d'un ton cordial, et m'informant comment il avait passé la nuit. Ainsi, vous voyez qu'il eût été un vieillard bien profond, en vérité, s'il avait soupçonné que chaque nuit, juste à minuit, je l'examinais pendant son sommeil. La 8e nuit, je mis encore plus de précautions à ouvrir la porte. La petite aiguille d'une montre se meut plus vite que ne faisait ma main. Jamais, avant cette nuit, je n'avais senti toute l'étendue de mes facultés, de ma sagacité. Je pouvais à peine contenir mes sensations de triomphe. Penser que j'étais là, ouvrant la porte petit à petit, et qu'il ne rêvait même pas de mes actions ou de mes pensées secrètes. À cette idée, je lâchai un petit rire, et peut-être m'entendit-il car il remua soudainement sur son lit comme s'il se réveillait. Maintenant, vous croyez peut-être que je me retirais, mais non. Sa chambre était aussi noire que de la poix, tant les ténèbres étaient épaisses, car les volets étaient soigneusement fermés, de crainte des voleurs. Et, sachant qu'il ne pouvait pas voir l'entrebâillement de la porte, je continuais à la pousser davantage, toujours davantage. J'avais passé ma tête, et j'étais au moment d'ouvrir la lanterne, quand mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc, et le vieux homme se dressa sur son lit, criant « Qui est là ?» Je restai complètement immobile et ne dis rien. Pendant 1 heure entière, je ne remuai pas un muscle, et pendant tout ce temps, je ne l'entendis pas se recoucher. Il était toujours sur son séant, aux écoutes, juste comme j'avais fait pendant des nuits entières, écoutant les horloges de mort dans le mur.
Mais voilà que j'entendis un faible gémissement, et je reconnus que c'était le gémissement d'une terreur mortelle. Ce n'était pas un gémissement de douleur ou de chagrin. Oh non, c'était le bruit sourd et étouffé qui s'élève du fond d'une âme surchargée d'effroi. Je connaissais bien ce bruit. Bien des nuits, à minuit juste, pendant que le monde entier dormait, il avait jailli de mon propre sein, creusant avec son terrible écho les terreurs qui me travaillaient. Je dis que je le connaissais bien. Je savais ce qu'éprouvait le vieux homme, et j'avais pitié de lui, quoique j'eusse le rire dans le cœur. Je savais qu'il était resté éveillé depuis le premier petit bruit, quand il s'était retourné dans son lit. Ses craintes avaient toujours été grossissant. Il avait tâché de se persuader qu'elles étaient sans cause, mais il n'avait pas pu. Il s'était dit à lui-même « Ce n'est rien que le vent dans la cheminée, ce n'est qu'une souris qui traverse le parquet, ou c'est simplement un grillon qui a poussé son cri. » Oui, il s'était forcé de se fortifier avec ses hypothèses, mais tout cela a été vain. Tout a été vain, parce que la mort qui s'approchait avait passé devant lui avec sa grande ombre noire, et qu'elle avait ainsi enveloppé sa victime. Et c'était l'influence funèbre de l'ombre inaperçue qui lui faisait sentir, quoiqu'il ne vît et n'entendit rien, qui lui faisait sentir la présence de ma tête dans la chambre. Quand j'eus attendu un long temps très patiemment, sans l'entendre se recoucher, je me résolus à entr'ouvrir un peu la lanterne, mais si peu que rien. Je l'ouvris donc, si furtivement que vous ne sauriez l'imaginer, jusqu'à ce qu'enfin un seul rayon pâle, comme un fil d'araignée, s'élança de la fente et s'abattit sur l'œil de vautour. Il était ouvert, tout grand ouvert, et j'entrai en fureur aussitôt que je l'eus regardé. Je le vis avec une parfaite netteté, tout entier d'un bleu terne et recouvert d'un voile hideux qui glaçait la moelle dans mes os. Mais je ne pouvais voir que cela de la face ou de la personne du vieillard, car j'avais dirigé le rayon comme par instinct, précisément sur la place maudite. Et maintenant, ne vous ai-je pas dit que ce que vous preniez pour de la folie n'est qu'une hyperacuité des sens ? Maintenant, je vous le dis, un bruit sourd, étouffé, fréquent vint à mes oreilles, semblable à celui que fait une montre enveloppée dans du coton. Ce son-là, je le reconnus bien aussi. C'était le battement du cœur du vieux. Il accrut ma fureur, comme le battement du tambour exaspère le courage du soldat. Mais je me contins encore et je restai sans bouger. Je respirais à peine. Je tenais la lanterne immobile. Je m'appliquais à maintenir le rayon droit sur l'œil. En même temps, la charge infernale du cœur battait plus fort. Elle devenait de plus en plus précipitée et à chaque instant de plus en plus haute. La terreur du vieillard devait être extrême. Ce battement, dis-je, devenait de plus en plus fort à chaque minute. Me suivez-vous bien ? Je vous ai dit que j'étais nerveux, je le suis en effet. Et maintenant, au plein cœur de la nuit, parmi le silence redoutable de cette vieille maison, un si étrange bruit jeta en moi une terreur irrésistible. Pendant quelques minutes encore, je me contins à rester calme. Mais le battement devenait toujours plus fort, toujours plus fort. Je croyais que le cœur allait crever. Et voilà qu'une nouvelle angoisse s'empara de moi. Le bruit pouvait être entendu par un voisin. L'heure du vieillard était venue. Avec un grand hurlement, j'ouvris brusquement la lanterne et m'élançai dans la chambre. Il ne poussa qu'un cri, un seul. En un instant, je le précipitai sur le parquet et je renversai sur lui tout le poids écrasant du lit. Alors je souris avec bonheur, voyant ma besogne fort avancée. Mais pendant quelques minutes, le cœur battit avec un son voilé. Cela toutefois ne me tourmenta pas, on ne pouvait l'entendre à travers le mur. À la longue, il cessa. Le vieux était mort. Je relevai le lit et j'examinai le corps. Oui, il était roide mort. Je plaçai ma main sur le cœur et l'y maintins plusieurs minutes. Aucune pulsation. Il était roide mort. Son œil, désormais, ne me tourmenterait plus. Si vous persistez à me croire fou, cette croyance s'évanouira quand je vous décrirai les sages précautions que j'employais pour dissimuler le cadavre. La nuit avançait, et je travaillais vivement, mais en silence. Je coupais la tête, puis les bras, puis les jambes. Puis j'arrachai 3 planches du parquet de la chambre, et je déposai le tout entre les voliges. Puis je replaçai les feuilles si habilement, si adroitement, qu'aucun œil humain, pas même le sien, n'aurait pu y découvrir quelque chose de louche. Il n'y avait rien à laver, pas une souillure, pas une tache de sang. J'avais été trop bien avisé pour cela. Un baquet avait tout absorbé. Quand je finis tous ces travaux, il était 4 heures. Il faisait toujours aussi noir qu'à minuit. Pendant que le timbre sonnait l'heure, on frappa à la porte de la rue.
Je descendis pour ouvrir avec un cœur léger, car qu'avais-je à craindre maintenant? 3 hommes entrèrent qui se présentèrent, avec une parfaite suavité, comme officiers de police. Un cri avait été entendu par un voisin pendant la nuit. Cela avait éveillé le soupçon de quelque mauvais coup. Une dénonciation avait été transmise au bureau de police, et ces messieurs, les officiers, avaient été envoyés pour visiter les lieux. Je souris, car qu'avais-je à craindre? Je souhaitais la bienvenue à ces gentlemen. Le cri, dis-je, c'était moi qui l'avais poussé dans un rêve. Le vieux bonhomme, ajoutai-je, était en voyage dans le pays. Je promenais mes visiteurs par toute la maison. Je les invitais à chercher, à bien chercher. À la fin, je les conduisis dans sa chambre. Je leur montrai ses trésors en parfaite sûreté, parfaitement en ordre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, j'apportai des sièges dans la chambre et les priai de s'y reposer de leur fatigue, tandis que moi-même, avec la folle audace d'un triomphe parfait, j'installai ma propre chaise sur l'endroit même qui recouvrait le corps de la victime. Les officiers étaient satisfaits. Mes manières les avaient convaincus. Je me sentais singulièrement à l'aise. Ils s'assirent et ils causèrent de choses familières auxquelles je répondis gaiement. Mais, au bout de peu de temps, je sentis que je devenais pâle, et je souhaitais leur départ. Ma tête me faisait mal, et il me semblait que les oreilles me tintaient, mais ils restaient toujours assis, et toujours ils causaient. Le tintement devint plus distinct. Il persista, et devint encore plus distinct. Je bavardai plus abondamment pour me débarrasser de cette sensation, mais elle tint bon et prit un caractère tout à fait décidé, tant qu'à la fin je découvris que le bruit n'était pas dans mes oreilles. Sans doute je devins alors très pâle, mais je bavardais encore plus couramment et en haussant la voix. Le son augmentait toujours, et que pouvais-je faire? C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirais laborieusement. Les officiers n'entendaient pas encore. Je causais plus vite avec plus de véhémence, mais le bruit croissait incessamment. Je me levai et je disputais sur des niaiseries, dans un diapason très élevé et avec une violente gesticulation. Mais le bruit montait, montait toujours. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller? J'arpentais çà et là le plancher lourdement et à grands pas, comme exaspéré par les observations de mes contradicteurs. Mais le bruit croissait régulièrement. Ô Dieu, que pouvais-je faire? J'écumais, je battais la campagne, je jurais, j'agitais la chaise sur laquelle j'étais assis et je la faisais crier sur le parquet, mais le bruit dominait toujours et croissait indéfiniment. Il devenait plus fort, toujours plus fort, et toujours les hommes causaient, plaisantaient et souriaient. Était-il possible qu'ils n'entendissent pas? Dieu Tout-Puissant, non, non, il l'entendait, il soupçonnait, il savait, il se faisait un amusement de mon effroi. Je le crus, et je le crois encore. Mais n'importe quoi était plus tolérable que cette dérision. Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ces hypocrites sourires. Je sentis qu'il fallait crier ou mourir. Et maintenant encore, l'entendez-vous? Écoutez, plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Misérable, m'écriai-je, ne dissimulez pas plus longtemps. J'avoue la chose. Arrachez ces planches. C'est là, c'est le battement de son affreux cœur. Et c'est la fin de la nouvelle Le cœur révélateur. Nous nous marquons une courte pause. Elle est trop bien cette nouvelle. Elle est trop bien cette nouvelle. Elle est trop bien et elle est trop plaisante à lire à voix haute. Je vous avoue que dès que j'ai lu les premières phrases, en fait, souvent quand je fais des lives de lecture, plutôt dans l'après-midi, je m'échauffe un petit peu et je me prépare mentalement, on va dire, à l'ambiance de la nouvelle, tout ça, en lisant un paragraphe ou une page, quoi. Et en fait, cet après-midi, quand j'ai vu directement que le narrateur, c'était un narrateur interne et qu'il était en mode « Je suis nerveux, je suis très nerveux. Vous allez dire que je suis fou, mais je suis pas fou. » Et ainsi de suite, je me suis dit oh, « Ça va être un truc très agréable à lire à voix haute. » Je me suis dit que ça allait être un petit défi aussi, un petit challenge, mais je me suis dit que ça allait être vraiment amusant à faire. Et ouais, je me suis bien amusé. J'espère que vous avez bien apprécié, parce que bon, j'ai quand même haussé le ton pas mal. J'espère que ça n'a pas flingué la saturation du micro, que vous avez réussi à tout entendre de manière équitable et agréable. J'aime beaucoup cette nouvelle.
Je ne l'avais jamais lu, mais je connaissais le principe. Donc comme quoi, c'est une nouvelle vraiment très connue, parce que sans moi-même l'avoir déjà lu, je connaissais le principe. Je connaissais le principe de ce cœur qui continue de battre et qui, enfin en tout cas peut-être dans la tête, même certainement dans la tête du meurtrier. Voilà, je connaissais ce principe-là et au final qui vend son crime quelque part. Donc c'est quand même, je pense, une nouvelle, peut-être l'une des nouvelles d'Edgar Allan Poe les plus connues. Parce que franchement, pour que je connaisse le concept et voilà à peu près le principe de la nouvelle, sans l'avoir moi-même lu, c'est quand même que ça a laissé une empreinte très très forte, très 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 forte sur la culture populaire. D'ailleurs, en parlant de culture populaire, on a vu tout à l'heure que ça avait inspiré des épisodes, et du coup, je vois très bien en quoi ça a pu inspirer des épisodes de différentes séries. Par exemple, Les Simpsons, dans l'épisode La rivale de Lisa, le personnage d'Alison Taylor fabrique une maquette de la maison présente dans la nouvelle de Poe. Plus tard, alors que Lisa a caché la vraie maquette d'Alison sous le parquet pour la remplacer par un cœur de bœuf, afin de lui faire perdre le diorama, elle entend les battements du cœur de cette dernière, tout comme le narrateur dans la nouvelle. Trop drôle. Et du coup, dans Bob l'éponge, pareil, l'épisode a un bruit insupportable. Le capitaine Krabs enlève les chaussures de Bob et les cache. Seulement plusieurs jours plus tard, il devient fou et entend le bruit des bottes partout où il va. À bout de nerfs, il finit par avouer qu'il a volé les bottes et les a cachées sous le plancher. J'adore. Franchement, c'est dingue. C'est dingue à quel point ce principe est super connu, et en plus à quel point, en termes d'horreur, parce que là, du coup, on est vraiment, je trouve, sur une nouvelle horrifique de littérature gothique. C'est dingue à quel point, en termes d'horreur, c'est une idée qui peut sembler très simple, mais qui est très bien trouvée. Qui est très très bien trouvée. En plus, je pense que je prends des pincettes du très peu que je connais dans ce domaine, parce que je suis pas du tout spécialiste, mais je pense que ça peut arriver réellement à quelqu'un qui commet un crime de devenir parano à ce point-là, au point de se balancer soi-même. Et ça a commencé d'ailleurs, comme dans une nouvelle précédente du recueil, par un peu de flambage. Le mec commet un meurtre et commence par dire « Oh mais venez dans la maison, allez-y, pas de problème, fouillez bien !» Genre... Donc c'est drôle parce qu'encore une fois, on retrouve ce côté un peu pervers qui est décrit depuis le début du recueil dans chaque nouvelle en fait. Ce côté un peu pervers et qui, je crois, est assez réaliste parce que il me semble avoir déjà vu des émissions expliquer que, en effet, dans le cas de tueurs en série, par exemple, ça arrive très souvent qu'ils se la pètent un petit peu, quoi, qu'ils soient tellement sûrs d'eux, tellement sûrs de leur crime et sûrs de maîtriser la situation, qu'ils vont en fait se piéger eux-mêmes presque et se donner eux-mêmes à la police en commençant par être vraiment haha, oui, allez-y, fouillez, venez checker sur les lieux du crime avec moi, il n'y a pas de souci. Enfin, ouais. Donc non, franchement, même presque dans la psychologie la criminelle, j'ai l'impression que c'est plutôt accurate, j'ai l'impression que c'est plutôt pertinent. Astra Bubble, je trouve que tu as très bien interprété, merci, c'est gentil. Dans mes souvenirs, j'avais la même énergie quand on l'avait lu à voix haute devant la classe. Haha, c'est cool. Mais en vrai, c'est cool parce que je tiens à préciser d'ailleurs, comment dire, euh, en plus du fait qu'Edgar Allan Poe trouve des scénarios et des images fortes qui fonctionnent très très bien, qui sont très marquantes, moi c'est toujours l'une de mes grosses claques, si je puis dire, en littérature. C'était, je ne sais plus le nom de la nouvelle malheureusement, mais c'était la nouvelle d'Edgar Allan Poe où il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça la nouvelle d'Edgar Allan Poe.
Je sais que je connais plusieurs histoires qui se ressemblent et je ne sais plus laquelle de ces histoires est celle d'Edgar Allan Poe. Je crois que c'est celle-là. C'est l'histoire de un mec qui est perdu en forêt, qui va dormir dans une cabane, qui est fasciné par des portraits de monstres horrifiques, hideux, euh, et qui en fait le lendemain en se réveillant se rend compte que c'était pas des portraits, mais que c'était des fenêtres. Je crois que c'est une histoire d'Edgar Allan Poe, et si c'est pas une histoire d'Edgar Allan Poe, celle que je viens de décrire, à ce moment-là, l'histoire que je viens de décrire est inspirée d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui est très très proche. Et moi, je sais que quand j'avais lu cette nouvelle d'Edgar Allan Poe, j'étais en mode waouh, l'idée est géniale. L'idée est géniale. Ça joue exactement sur les ressorts de l'horreur, justement, avec une révélation qui te met mal à l'aise parce que d'un seul coup, tu as une prise de conscience d'avoir été en présence d'un danger, etc. Enfin bon, bref. Donc Edgar Allan Poe, pour trouver des idées qui font froid dans le dos, il est très très bon. Mais en plus de ça, j'aimerais souligner le fait, et c'est pour ça je pense qu'il est quand même, encore une fois, traduit par Charles Baudelaire, qu'il est quand même considéré comme l'un des maîtres, n'est-ce pas? Je pense qu'il a aussi une très belle plume. Parce que ce que j'aime avec sa plume, c'est que je la trouve très efficace, dans le sens très fonctionnel, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. C'est-à-dire que il écrit de la manière dont ça va servir ces mécanismes de rebondissement, de tension, etc. Par exemple, dans des nouvelles précédentes, je trouve qu'il n'y a pas toujours le même style d'écriture, par exemple. Il y a des petites choses qui reviennent souvent. C'est vrai qu'il utilise quand même un vocabulaire assez savant, par exemple. Et puis, il a quand même une certaine esthétique. Donc voilà, il écrit quand même des phrases un petit peu soutenues, etc. Mais par exemple, dans des nouvelles précédentes du recueil, il y avait un ton, enfin pas un temps, attendez, comment l'exprimer? Il y avait un rythme extrêmement lent et il se passait pas grand-chose, mais en fait c'était logique avec l'histoire. Et c'était justement dans ça qu'il nous prenait, ce sentiment très lancinant, très lent, et qui instaure une horreur à toute petite dose, jusqu'à l'horreur finale, quoi. Là, par exemple, c'est quasiment l'inverse, c'est-à-dire un narrateur interne ultra, ultra stressé, ultra, ultra nerveux, et qui débite et qui, dans sa manière de discourir, a des façons de parler très proches de l'oralité, quoi, très proches de quelqu'un qui raconte son histoire juste. Et, et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec Edgar Allan Poe, c'est que je trouve qu'il écrit très très bien et que son écriture est vraiment en adéquation avec son fond. La forme et... voilà, j'arrive plus à parler. La forme et le fond de ces nouvelles coïncident bien. Il y a vraiment un travail de l'un avec l'autre. La forme faite pour servir le fond. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Astra Bubble qui nous dit: je crois que c'est le premier clown tueur John Wayne Gacy qui était tellement confiant qu'il était sorti avec les policiers qui devaient le surveiller et avait laissé échapper quelques détails sur les meurtres qu'il avait commis. Ça me dit quelque chose. Enfin, je sais pas en tout cas si c'est spécifiquement sur cette personne-là que j'avais déjà entendu ça, mais oui, en effet, j'ai déjà entendu des histoires comme ça où en fait les tueurs en série se vendent un peu eux-mêmes, quoi. Et donnent des détails que seul le tueur pourrait connaître. Franchement, cette nouvelle est très très cool. J'ai beaucoup apprécié. C'est peut-être l'une de mes nouvelles préférées, franchement. Parce qu'elle est très très efficace. Très très efficace. Qu'est-ce que j'allais dire également? C'est marrant aussi, pour le moment, dans le recueil de nouvelles. Alors peut-être que c'est dû au tri, parce que je rappelle que le recueil de nouvelles a été réfléchi, compilé par Charles Baudelaire.
C'est pas un recueil de nouvelles qu'a écrit Edgar Allan Poe. Il a écrit les nouvelles et Charles Baudelaire les a traduites et compilées de cette manière, mais voilà, c'est lui qui a créé finalement ce recueil. Donc peut-être que Charles Baudelaire a fait le choix justement de réunir ces nouvelles parce qu'elles avaient des points communs. Mais c'est vrai que pour le moment, toutes les nouvelles du recueil ont vraiment de très gros points communs, que ce soit dans les thèmes. Le thème de la perversité, je trouve qu'il est là constamment. Et quelque chose d'assez dur parfois. On est vraiment dans l'horreur. On est vraiment, vraiment dans l'horreur. Parfois c'est très dur, parfois c'est très hardcore, même un peu gore, un peu choc. Et puis, dans la narration, très souvent un narrateur interne. Très souvent un narrateur interne qui explique bon bah voilà, je vais vous expliquer, pourquoi j'ai commis un meurtre et pourquoi je ne suis pas fou. Je trouve ça très intéressant. Et en plus, c'est pas toujours fait de la même manière, donc ça reste quand même agréable à découvrir d'une nouvelle sur l'autre. Parce que c'est fait avec différents moyens. Différents moyens, différents tons. On va pouvoir passer sur la deuxième et dernière nouvelle de ce soir, à savoir Bérénice, publiée en mars 1835. Pour le coup, c'est de loin, jusqu'à présent en tout cas, c'est de loin la nouvelle la plus ancienne écrite par Edgar Allan Poe de ce recueil. Et je crois d'ailleurs, je suis en train de regarder un peu les dates de toutes les nouvelles, je crois que c'est la nouvelle la plus ancienne de ce recueil. Alors, que peut-on nous dire sur cette nouvelle ? Bérénice est une nouvelle d'horreur publiée en mars 1835 dans le journal Southern Literary Messenger. Jouant avec le roman gothique, Poe exploite un vieux filon littéraire. Ah, ça je vais pas vous dire, sinon ça peut vous spoiler. Je vous dirai peut-être plus tard. Ça, attention, alors c'est un mini spoiler, mais quand même je vous préviens, ça peut être aussi un trigger warning en un sens. Les lecteurs de l'époque furent horrifiés par la violence de l'histoire et s'en plaignirent à l'éditeur du journal. Ça donne le ton. Ça donne le ton. Et certains critiques pensent que Poe avait prévu de l'inclure dans les contes du club de l'Infolio. Je ne connais pas, mais j'imagine du coup que c'est un recueil de contes de notre cher Edgar Allan Poe. Je n'en dis pas plus. Je ne sais pas comment on prononce le nom du personnage. C'est ça qui est compliqué. Alors attendez, je vais peut-être regarder. J'aurais peut-être dû regarder en amont. Parce que ça n'a pas l'air simple à prononcer ce truc. Alors, how to pronounce. Hop. Idios. Attendez, il faut que je l'écoute dans mon casque. Idios. 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 Wow, attendez, c'est trop dur à prononcer. Aegus, un truc comme ça. Aegeus. Ah, c'est pas du tout de la même manière, mais en même temps, c'est pas écrit de la même manière non plus. Aegeus. Aegeus. Idios. Aegus. J'imagine que ça se prononce Aegus. C'est compliqué à prononcer. Bon, je vais essayer de prononcer ça Aegus. Ça s'écrit comme je vous le mets dans le chat. Vous ferez l'idée que vous voudrez. Et puis du coup, je vais essayer de prononcer de cette façon-là. Aegus. On va essayer. Bref, allons-y. Lecture un peu plus longue sur cette deuxième nouvelle, je crois, mais pas grand-chose non plus. Pas grand-chose non plus, on aura bientôt fini.
Bonne écoute à toi, Strababao. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. À tout à l'heure pour l'outro. Bérénice. Dicebant mi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Ebn Zayat. Le malheur est divers. La misère sur terre est multiforme. Dominant le vaste horizon comme l'arc-en-ciel, ses couleurs sont aussi variées, aussi distinctes et toutefois aussi intimement fondues. Dominant le vaste horizon comme l'arc-en-ciel. Comment d'un exemple de beauté ai-je pu tirer un type de laideur, du signe d'alliance et de paix, une similitude de la douleur? Mais, comme en éthique, le mal est la conséquence du bien, de même dans la réalité, c'est de la joie qu'est né le chagrin. Soit que le souvenir du bonheur passé fasse l'angoisse d'aujourd'hui, soit que les agonies qui sont tirent leurs origines des extases qui peuvent avoir été. J'ai à raconter une histoire dont l'essence est pleine d'horreur. Je la supprimerais volontiers si elle n'était pas une chronique de sensations plutôt que de faits. Mon nom de baptême est Aegius. Mon nom de famille, je le tairai. Il n'y a pas de château dans le pays plus chargé de gloire et d'années que mon mélancolique et vieux manoir héréditaire. Dès longtemps, on appelait notre famille une race de visionnaires, et le fait est que, dans plusieurs détails frappants, dans le caractère de notre maison seigneuriale, dans les fresques du grand salon, dans les tapisseries des chambres à coucher, dans les ciselures des piliers de la salle d'armes, mais plus spécialement dans la galerie des vieux tableaux, dans la physionomie de la bibliothèque, et enfin dans la nature toute particulière du contenu de cette bibliothèque, il y a surabondamment de quoi justifier cette croyance. Le souvenir de mes premières années est lié intimement à cette salle et à ses volumes, dont je ne dirai plus rien. C'est là que mourut ma mère. C'est là que je suis né. Mais il serait bien oiseux de dire que je n'ai pas vécu auparavant, que l'âme n'a pas une existence antérieure. Vous le niez? Ne disputons pas sur cette matière. Je suis convaincu et ne cherche point à convaincre. Il y a d'ailleurs une ressouvenance de formes aériennes, d'yeux intellectuels et parlants, de sons mélodieux mais mélancoliques, une ressouvenance qui ne veut pas s'en aller, une sorte de mémoire semblable à une ombre, vague, variable, indéfinie, vacillante, et de cette ombre essentielle il me sera impossible de me défaire tant que luira le soleil de ma raison. C'est dans cette chambre que je suis né. Émergeant ainsi au milieu de la longue nuit qui semblait être, mais qui n'était pas la non-existence, pour tomber tout d'un coup dans un pays féerique, dans un palais de fantaisie, dans les étranges domaines de la pensée et de l'érudition monastique. Il n'est pas singulier que j'ai contemplé autour de moi avec un œil effrayé et ardent, que j'ai dépensé mon enfance dans les livres et prodigué ma jeunesse en rêverie. Mais ce qui est singulier, les années ayant marché et le midi de ma virilité m'ayant trouvé vivant encore dans le manoir de mes ancêtres, ce qui est étrange, c'est cette stagnation qui tomba sur les sources de ma vie, c'est cette complète interversion qui s'opéra dans le caractère de mes pensées les plus ordinaires. Les réalités du monde m'affectaient comme des visions, et seulement comme des visions, pendant que les idées folles du pays des songes devenaient en revanche, non la pâture de mon existence de tous les jours, mais positivement mon unique et entière existence elle-même. Bérénice et moi, nous étions cousins, et nous grandîmes ensemble dans le manoir paternel. Mais nous grandîmes différemment. Moi, maladif et enseveli dans ma mélancolie, elle, agile, gracieuse et débordante d'énergie. À elle, le vagabondage sur la colline. À moi, les études du cloître. Moi, vivant dans mon propre cœur et me dévouant corps et âme à la plus intense et à la plus pénible méditation. Elle, errante insoucieuse à travers la vie, sans penser aux ombres de son chemin ou à la fuite silencieuse des heures au noir plumage. Bérénice. J'invoque son nom. Bérénice. Et des ruines grises de ma mémoire se dressent à ce son mille souvenirs tumultueux. Ah, son image est là vivante devant moi, comme dans les premiers jours de son allégresse et sa joie. Oh, magnifique et pourtant fantastique beauté. Oh, sylphe parmi les bocages d'Arnheim. Oh, naïade parmi ses fontaines. Et puis tout est mystère et terreur.
une histoire qui ne veut pas être racontée. Un mal fatal s'abattit sur sa constitution comme le simoun, et, même pendant que je la contemplais, l'esprit de métamorphose passait sur elle et l'enlevait, pénétrant son esprit, ses habitudes, son caractère, et, de la manière la plus subtile et la plus terrible, perturbant même son identité. Hélas, le destructeur venait et s'en allait, mais la victime, la vraie Bérénice, qu'est-elle devenue? Je ne connaissais pas celle-ci, ou du moins, je ne la reconnaissais plus comme Bérénice. Parmi la nombreuse série de maladies amenées par cette fatale et principale attaque, qui opéra une si horrible révolution dans l'être physique et moral de ma cousine, il faut mentionner comme la plus affligeante et la plus opiniâtre une espèce d'épilepsie qui souvent se terminait en catalepsie ressemblant parfaitement à la mort et dont elle se réveillait, dans quelques cas, d'une manière tout à fait brusque et soudaine. En même temps, mon propre mal, car on m'a dit que je ne pouvais pas l'appeler d'un autre nom, mon propre mal grandissait rapidement, et, ses symptômes s'aggravant par un usage immodéré de l'opium, il prit finalement le caractère d'une monomanie d'une forme nouvelle et extraordinaire. D'heure en heure, de minute en minute, il gagnait de l'énergie, et à la longue il usurpa sur moi la plus singulière et la plus incompréhensible domination. Cette monomanie, s'il faut que je me serve de ce terme, consistait dans une irritabilité morbide des facultés de l'esprit que la langue philosophique comprend dans le mot « faculté d'attention ». Il est plus que probable que je ne suis pas compris, mais je crains en vérité qu'il ne me soit absolument impossible de donner au commun des lecteurs une idée exacte de cette nerveuse intensité d'intérêt avec laquelle, dans mon cas, la faculté méditative, pour éviter la langue technique, s'appliquait et se plongeait dans la contemplation des objets les plus vulgaires du monde. Réfléchir infatigablement de longues heures, l'attention rivée à quelques citations puériles sur la marge ou dans le texte d'un livre, rester absorbé la plus grande partie d'une journée d'été dans une ombre bizarre s'allongeant obliquement sur la tapisserie ou sur le plancher, m'oublier une nuit entière à surveiller la flamme droite d'une lampe ou les braises du foyer, rêver des jours entiers sur le parfum d'une fleur, répéter d'une manière monotone quelques mots vulgaires, jusqu'à ce que le son, à force d'être répété, cessât de présenter à l'esprit une idée quelconque, perdre tout sentiment de mouvement ou d'existence physique dans un repos absolu obstinément prolongé. Telles étaient quelques-unes des plus communes et des moins pernicieuses aberrations de mes facultés mentales, aberrations qui, sans doute, ne sont pas absolument sans exemple, mais qui défient certainement toute explication et toute analyse. Encore, je veux être bien compris. La normale, intense et morbide attention ainsi excitée par des objets frivoles en eux-mêmes est d'une nature qui ne doit pas être confondue avec ce penchant à la rêverie commun à toute l'humanité, et auquel se livrent surtout les personnes d'une imagination ardente. Non seulement elle n'était pas, comme on pourrait le supposer d'abord, un terme excessif et une exagération de ce penchant, mais encore elle en était originairement et essentiellement distincte. Dans l'un de ces cas, le rêveur, l'homme imaginatif, étant intéressé par un objet généralement non frivole, perd peu à peu son objet de vue à travers une immensité de déductions et de suggestions qui en jaillit, si bien qu'à la fin d'une de ses songeries, souvent remplies de volupté, il trouve l'incitamentum, ou cause première de ses réflexions, entièrement évanouie et oubliée. Dans mon cas, le point de départ était invariablement frivole, quoique revêtant, à travers le milieu de ma vision maladive, une importance imaginaire et de réfraction. Je faisais peu de déductions, si toutefois j'en faisais, et, dans ce cas, elles retournaient opiniâtrement à l'objet principe comme à un centre. Les méditations n'étaient jamais agréables, et à la fin de la rêverie, la cause première, bien loin d'être hors de vue, avait atteint cet intérêt surnaturellement exagéré qui était le trait dominant de mon mal. En un mot, la faculté de l'esprit plus particulièrement excitée en moi était, comme je l'ai dit, la faculté de l'attention, tandis que, chez le rêveur ordinaire, c'est celle de la méditation. Mes livres, à cette époque, s'ils ne servaient pas positivement à irriter le mal, participaient largement, on doit le comprendre, par leur nature imaginative et irrationnelle, des qualités caractéristiques du mal lui-même. Je me rappelle fort bien, entre autres, le traité du noble italien Coelius Secundus Curio, De Amplitudine Beati Regni Dei, le grand ouvrage de saint Augustin, La Cité de Dieu, et le De Carne Christi de Tertullien, de qui l'inintelligible pensée,
mortuus est Dei filius, credibile est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossibile est, absorba exclusivement tout mon temps pendant plusieurs semaines d'une laborieuse et infructueuse investigation. On jugera sans doute que, dérangé de son équilibre par des choses insignifiantes, ma raison avait quelque ressemblance avec cette roche marine dont parle Ptolémée Héphaestion, qui résistait immuablement à toutes les attaques des hommes et à la fureur plus terrible des eaux et des vents, et qui tremblait seulement au toucher de la fleur nommée asphodèle. À un penseur inattentif, il paraîtra tout simple et hors de doute que la terrible altération produite dans la condition morale de Bérénice par sa déplorable maladie dut me fournir maints sujets d'exercer cette intense et anormale méditation dont j'ai eu quelque peine à expliquer la nature. Eh bien, il n'en était absolument rien. Dans les intervalles lucides de mon infirmité, son malheur me causait, il est vrai, du chagrin. Cette ruine totale de sa belle et douce vie me touchait profondément le cœur. Je méditais fréquemment et amèrement sur les voies mystérieuses et étonnantes par lesquelles une si étrange et si soudaine révolution avait pu se produire. Mais ces réflexions ne participaient pas de l'idiosyncrasie de mon mal et étaient telles qu'elles se seraient offertes dans des circonstances analogues à la masse ordinaire des hommes. Quant à ma maladie, fidèle à son caractère propre, elle se faisait une pâture des changements moins importants, mais plus saisissants, qui se manifestaient dans le physique de Bérénice, dans la singulière et effrayante distorsion de son identité personnelle. Dans les jours les plus brillants de son incomparable beauté, très sûrement je ne l'avais jamais aimée. Dans l'étrange anomalie de mon existence, les sentiments ne me sont jamais venus du cœur, et mes passions sont toujours venues de l'esprit. À travers les blancheurs du crépuscule, à midi parmi les ombres treillissées de la forêt, et la nuit dans le silence de ma bibliothèque, elle avait traversé mes yeux et je l'avais vue. Non comme la Bérénice vivante et respirante, mais comme la Bérénice d'un songe. Non comme un être de la terre, un être charnel, mais comme l'abstraction d'un tel être. Non comme une chose à admirer, mais à analyser. Non comme un objet d'amour, mais comme le thème d'une méditation aussi abstruse qu'irrégulière. Et maintenant, je frissonnais en sa présence, je pâlissais à son approche, cependant, tout en me lamentant amèrement sur sa déplorable condition de déchéance, je me rappelais qu'elle m'avait longtemps aimé, et dans un mauvais moment, je lui parlais de mariage. Enfin, l'époque fixée pour nos noces approchait, quand, dans une après-midi d'hiver, dans une de ces journées intempestivement chaudes, calmes et brumeuses, qui sont les nourrices de la belle Alcyone, je m'assis, me croyant seul, dans le cabinet de la bibliothèque. Mais en levant les yeux, je vis Bérénice debout devant moi. Fût-ce mon imagination surexcitée, ou l'influence brumeuse de l'atmosphère, ou le crépuscule incertain de la chambre, ou le vêtement obscur qui enveloppait sa taille, qui lui prêta ce contour si tremblant et si indéfini? Je ne pourrais le dire. Peut-être avait-elle grandi depuis sa maladie. Elle ne dit pas un mot, et moi, pour rien au monde, je n'aurais prononcé une syllabe. Un frisson de glace parcourut mon corps. Une sensation d'insupportable angoisse m'oppressait. Une dévorante curiosité pénétrait mon âme, et me renversant dans le fauteuil, je restai quelque temps sans souffle et sans mouvement, les yeux cloués sur sa personne. Hélas, son amaigrissement était excessif, et pas un vestige de l'être primitif n'avait survécu et ne s'était réfugié dans un seul contour. À la fin, mes regards tombèrent ardemment sur sa figure. Le front était haut, très pâle et singulièrement placide, et les cheveux, autrefois d'un noir de jais, le recouvraient en partie et ombrageaient les tempes creuses d'innombrables boucles, actuellement d'un blond ardent, dont le caractère fantastique jurait cruellement avec la mélancolie dominante de sa physionomie. Les yeux étaient sans vie et sans éclat, en apparence sans pupille, et involontairement je détournai ma vue de leur fixité vitreuse pour contempler les lèvres amincies et recroquevillées. Elles s'ouvrirent, et, dans un sourire singulièrement significatif, les dents de la nouvelle Bérénice se révélèrent lentement à ma vue. Plût à Dieu que je ne les eusse jamais regardées, ou que, les ayant regardées, je fusse mort. Une porte en se fermant me troubla, et levant les yeux, je vis que ma cousine avait quitté la chambre. Mais la chambre dérangée de mon cerveau, le spectre blanc et terrible de ses dents, ne l'avait pas quittée et n'en voulait pas sortir. Pas une piqûre sur leur surface, pas une nuance de leur émail, pas une pointe sur leurs arêtes que ce passager sourire n'ait suffi à imprimer dans ma mémoire. Je les vis même alors plus distinctement que je ne les avais vues tout à l'heure. Les dents,
Elles étaient là, et partout, visibles, palpables devant moi, longues, étroites et excessivement blanches, avec les lèvres pâles se tordant autour, affreusement distendues comme elles étaient naguère. Alors arriva la pleine furie de ma monomanie, et je luttai en vain contre son irrésistible et étrange influence. Dans le nombre infini des objets du monde extérieur, je n'avais de pensée que pour les dents. J'éprouvais à leur endroit un désir frénétique. Tous les autres sujets, tous les intérêts divers furent absorbés dans cette unique contemplation. Elles seules, étaient présentes à l'œil de mon esprit, et leur individualité exclusive devint l'essence de ma vie intellectuelle. Je les regardais dans tous les jours. Je les tournais dans tous les sens. J'étudiais leur caractère, j'observais leurs marques particulières, je méditais sur leur conformation, je réfléchissais à l'altération de leur nature, je frissonnais en leur attribuant dans mon imagination une faculté de sensation et de sentiment, et même, sans le secours des lèvres, une puissance d'expression morale. On a fort bien dit de mademoiselle Salé que tous ses pas étaient des sentiments, et de Bérénice je croyais plus sérieusement que toutes les dents étaient des idées. Des idées, ah, voilà la pensée absurde qui m'a perdu. Des idées. Ah, voilà donc pourquoi je les convoitais si follement. Je sentais que leur possession pouvait seule me rendre la paix et rétablir ma raison. Et le soir redescendit ainsi sur moi, et les ténèbres vinrent, s'installèrent et puis s'en allèrent, et un jour nouveau parut, et les brumes d'une seconde nuit s'amoncelèrent autour de moi, et toujours je restais immobile dans cette chambre solitaire, toujours assis, toujours enseveli dans ma méditation, et toujours le fantôme des dents maintenait son influence terrible au point qu'avec la plus vivante et la plus hideuse netteté, il flottait çà et là à travers la lumière et les ombres changeantes de la chambre. Enfin, au milieu de mes rêves, éclata un grand cri d'horreur et d'épouvante, auquel succéda après une pause un bruit de voix désolée, entrecoupé par de sourds gémissements de douleur ou de deuil. Je me levai et, ouvrant une des portes de la bibliothèque, je trouvai dans l'antichambre une domestique tout en larmes, qui me dit que Bérénice n'existait plus. Elle avait été prise d'épilepsie dans la matinée, et maintenant, à la tombée de la nuit, la fosse attendait sa future habitante, et tous les préparatifs de l'ensevelissement étaient terminés. Le cœur plein d'angoisse et oppressé par la crainte, je me dirigeai avec répugnance vers la chambre à coucher de la défunte. La chambre était vaste et très sombre, et à chaque pas je me heurtai contre les préparatifs de la sépulture. Les rideaux du lit, me dit un domestique, étaient fermés sur la bière, et dans cette bière, ajouta-t-il à voix basse, gisait tout ce qui restait de Bérénice. Qui donc me demanda si je ne voulais pas voir le corps ? Je ne vis remuer les lèvres de personne. Cependant, la question avait été bien faite, et l'écho des dernières syllabes traînait encore dans la chambre. Il était impossible de refuser, et, avec un sentiment d'oppression, je me traînai à côté du lit. Je soulevai doucement les sombres draperies des courtines, mais en les laissant retomber, elles descendirent sur mes épaules, et, me séparant du monde vivant, elles m'enfermèrent dans la plus étroite communion avec la défunte. Toute l'atmosphère de la chambre sentait la mort, mais l'air particulier de la bière me faisait mal, et je m'imaginais qu'une odeur délétère s'exhalait déjà du cadavre. J'aurais donné des mondes pour échapper, pour fuir la pernicieuse influence de la mortalité, pour respirer une fois encore l'air pur des cieux éternels. Mais je n'avais plus la puissance de bouger, mes genoux vacillaient sous moi, et j'avais pris racine dans le sol, regardant fixement le cadavre rigide étendu tout de son long, dans la bière ouverte. Dieu du ciel, est-ce possible ? Mon cerveau s'est-il égaré ? Ou le doigt de la défunte a-t-il remué dans la toile blanche qui l'enfermait ? Frissonnant d'une inexprimable crainte, je levai lentement les yeux pour voir la physionomie du cadavre. On avait mis un bandeau autour des mâchoires, mais je ne sais comment il s'était dénoué. Les lèvres livides se tordaient en une espèce de sourire, et à travers leur cadre mélancolique, les dents de Bérénice, blanches, luisantes, terribles, me regardaient encore avec une trop vivante réalité. Je m'arrachai convulsivement du lit, et, sans prononcer un mot, je m'élançai comme un maniaque hors de cette chambre de mystère, d'horreur et de mort. Je me retrouvai dans la bibliothèque. J'étais assis, j'étais seul. Il me semblait que je sortais d'un rêve confus et agité. Je m'aperçus qu'il était minuit, et j'avais bien pris mes précautions pour que Bérénice fût enterrée après le coucher du soleil. Mais je n'ai pas gardé une intelligence bien positive ni bien définie de ce qui s'est passé durant ce lugubre intervalle. Cependant, ma mémoire était pleine d'horreur, horreur d'autant plus horrible qu'elle était plus vague, d'une terreur que son ambiguïté rendait plus terrible. C'était comme une page effrayante du registre de mon existence, écrite tout entière avec des souvenirs obscurs, hideux et inintelligibles. Je m'efforçai de les déchiffrer, mais en vain. De temps à autre, cependant, semblable à l'âme d'un son envolé, un cri grêle et perçant, une voix de femme, semblait teinter dans mes oreilles. J'avais accompli quelque chose.
Mais qu'était-ce donc? Je m'adressais à moi-même la question à haute voix, et les échos de la chambre me chuchotaient en manière de réponse. Qu'était-ce donc? Sur la table, à côté de moi, brûlait une lampe, et auprès était une petite boîte d'ébène. Ce n'était pas une boîte d'un style remarquable, et je l'avais déjà vue fréquemment, car elle appartenait au médecin de la famille. Mais comment était-elle venue là, sur ma table, et pourquoi frissonnais-je en la regardant? C'était là des choses qui ne valaient pas la peine d'y prendre garde, mais mes yeux tombèrent à la fin sur les pages ouvertes d'un livre, et sur une phrase soulignée. C'étaient les mots singuliers, mais fort simples, du poète Ebn Zayat. Dicebant mi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. D'où vient donc qu'en les lisant, mes cheveux se dressèrent sur ma tête et que mon sang se glaça dans mes veines? On frappa un léger coup à la porte de la bibliothèque, et, pâle comme un habitant de la tombe, un domestique entra sur la pointe du pied. Ses regards étaient égarés par la terreur, et il me parla d'une voix très basse, tremblante, étranglée. Que me dit-il? J'entendis quelques phrases par-ci par-là. Il me raconta, ce me semble, qu'un cri effroyable avait troublé le silence de la nuit, que tous les domestiques s'étaient réunis, qu'on avait cherché dans la direction du son, et enfin sa voix basse devint distincte à faire frémir, quand il me parla d'une violation de sépulture, d'un corps défiguré, dépouillé de son linceul, mais respirant encore, palpitant encore, encore vivant. Il regarda mes vêtements. Ils étaient grumeleux de boue et de sang. Sans dire un mot, il me prit doucement par la main. Elle portait des stigmates d'ongles humains. Il dirigea mon attention vers un objet placé contre le mur. Je le regardai quelques minutes. C'était une bêche. Avec un cri, je me jetai sur la table et me saisis de la boîte d'ébène. Mais je n'eus pas la force de l'ouvrir, et dans mon tremblement, elle m'échappa des mains, tomba lourdement et se brisa en morceaux. Et il s'en échappa, roulant avec un vacarme de ferraille, quelques instruments de chirurgie dentaire, et avec eux 32 petites choses blanches, semblables à de l'ivoire, qui s'éparpillèrent çà et là sur le plancher. Et c'est la fin de la nouvelle Bérénice. Ça sera donc également la fin de ce live, mais du coup, fin spéciale. Si vous regardez ça en rediffusion, vous allez peut-être pas tout comprendre, je vous explique vite fait. Je mets fin au live le plus rapidement possible, parce que je suis désolé, pendant ma lecture de la nouvelle Bérénice, mon ordinateur a crash. Ce qui fait que la lecture est découpée en deux, ce qui fait que je me retrouve avec deux vidéos. Je ne sais pas encore comment je vais faire, parce que d'habitude je fais pas de montage, en fait j'envoie directement les vidéos de Twitch sur YouTube. Et là, faire un montage, disons que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc j'imagine que je pourrais le faire assez facilement, mais ça m'embête un petit peu quand même. Bref, donc je vais voir. Donc, du coup, je fais le plus court possible pour avoir le moins à monter possible, pour pas que ça prenne trop de temps sur mon PC, etc. Donc voilà, on va pas faire les mots de la fin, je vais pas donner mon avis sur la nouvelle Bérénice, désolé. J'espère que malgré tout, ça aura été compréhensible et agréable et que ça n'a pas trop faussé ma lecture de l'avoir fait en deux parties, si je peux dire. Normalement, vous devriez pas vous en rendre compte. Quoique, je sais pas encore. Soit il y aura deux vidéos sur ma chaîne YouTube, mais ça m'embêterait vraiment de mettre une vidéo d'1h10, 20 et une vidéo de 10 minutes, ça n'a aucun sens. Et puis, si j'ai réussi à faire un montage, bah, vous aurez cette vidéo en une partie, simplement, pas vraiment d'outro, comme je peux faire d'habitude. Bref, vraiment désolé, toutes mes excuses. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Je ne sais pas pourquoi mon ordi a crash, ça me fait très chier. Bon. Allez. Bah du coup, je vais me prendre la tête pour essayer de récupérer les deux vidéos et de pouvoir les assembler. Si ça fonctionne pas, il va falloir que je refasse la lecture de cette nouvelle. J'espère ne pas avoir à faire la lecture des deux nouvelles. Bref, j'espère que ça va avoir enregistré. J'espère que ça va avoir fonctionné. On verra. Je quitte le live. Merci à Strabable de m'avoir suivi sur ce live et merci à tous ceux qui seront passés. N'hésitez pas, si vous m'avez suivi en rediffusion, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo, à me laisser des commentaires, à me suivre sur les réseaux, à vous abonner. Et à tout vite, très très vite d'ailleurs, a priori dès dimanche après-midi du coup, pour la suite des nouvelles de Nouvelles Histoires Extraordinaires.
avec la nouvelle La chute de la maison Usher, qui est une nouvelle très connue a priori, il me semble. Tchuss!